le prisme des femmes qui portent un voile en France. Aujourd'hui, c'est beaucoup traité par la question médiatique de manière assez négative. Franchement, je savais pas que tu pouvais gagner des prix parce que tu parles bien. Je pense que si j'avais pas été dans cet établissement, je serais passée à côté de plein de codes sociaux à acquérir. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah. Elle est la créatrice du podcast Les Percés, présidente de l'association de la jeunesse populaire et elle est lauréate de concours d'éloquence. Avec elle, on va parler d'éloquence, de confiance en soi, de détermination et elle va partager avec nous son parcours et ce qui l'inspire. Bonne écoute. Sarah, bienvenue sur Jeune et Brillant, ça me fait très plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très très contente d'être là. Du coup, je m'appelle Sarah Benani, j'ai 21 ans au mois de décembre, donc j'ai actuellement 20 ans. Je suis étudiante en commerce international, bientôt j'espère en master de communication politique. Et on dit que je suis une actrice associative. Ok. Et est-ce que j'aime bien revenir un petit peu souvent sur l'enfance ou l'adolescence de mes invités. Où est-ce que tu as grandi ? Comment ça s'est passé pour toi l'enfance ? Je suis née et j'ai grandi et je vis encore dans le 91. Je suis née à Longjumeau, dans une famille où j'ai toujours un demi-frère et une demi-sœur du premier mariage de mon père. Donc j'ai grandi très vite avec beaucoup d'adultes parce qu'on a beaucoup d'années d'écart d'âge. J'ai 21 ans d'écart avec mon grand frère et 17 ans d'écart avec ma grande sœur. On habitait dans un petit appart dans le quartier de la Boëlle à Sainte-Geneviève-des-Bois au début. C'était plus pratique pour mon père à cette époque. Puis après on a déménagé à Juvisy-sur-Orge et c'est là où j'habite encore aujourd'hui quand ma petite sœur est née et on a 3 ans et demi d'écart avec elle. Franchement, j'ai connu que le 91 pendant très longtemps. On allait de temps en temps à Paris, genre à peu près une fois par mois, avec mon père. Il nous emmenait beaucoup dans des musées, dans des expos, etc. Mais c'est vrai que c'était beaucoup très axé 9-1. On habite dans une petite ville, dans une petite ville. Donc on allait beaucoup dans les commerces de proximité, dans les bibliothèques municipales. La grande sortie, c'était le week-end au grec à Sainte-Geneviève. Ah ouais ? Ouais, c'est très bon grec. Meilleur grec du 91, il s'appelle Mani. Okay. C'est super. Et voilà, grosso modo, mon enfance, c'était plutôt ça. Ok, et t'as kiffé ? Franchement, ouais, c'était cool. J'ai eu une enfance multiculturelle parce que mes deux parents sont marocains. Mon père est français et marocain et ma mère est marocaine. Donc mes deux parents sont nés au Maroc et ils parlaient couramment arabe. Et ma mère, elle m'a parlé arabe, exclusivement en arabe, quand j'étais petite. Donc ça fait qu'aujourd'hui je suis bilingue en arabe dialectal marocain. Grave stylé. Ouais, j'avoue, trop stylé. Et mon père exclusivement en français. Donc ça veut dire que quand je suis arrivée à l'école, j'avais pas ce décalage que certains enfants peuvent avoir parce que les deux parents parlent pas la langue française. Moi j'ai vraiment grandi avec les deux et puis même ça a fait de l'effet inverse. Parfois j'avais un blocage, je parlais pas pendant longtemps, j'ai pas parlé arabe par exemple. J'avais beaucoup de mal, c'est à mes 7 ou 8 ans que j'ai commencé à parler arabe alors que je comprenais tout, absolument tout. Alors ta mère, elle t'a toujours parlé arabe ouais. Depuis que t'es toute petite ? Ouais. Après, quand elle est arrivée en France, elle maîtrisait pas forcément la langue française, donc elle avait pas le choix. Ouais. Puis je pense que c'est un réflexe limite de survie, quoi, parce que c'est normal que t'as envie que ton enfant parle ta langue à toi. De transmettre. Ouais. Donc, et puis moi, j'avais aussi cet enjeu où j'ai pas de famille en France, à part mes frères et sœurs. Okay. Donc toute ma famille, elle est au Maroc. Mes grands-parents, mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles. Donc j'avais pas le choix en fait, je devais parler arabe si je voulais avoir un lien avec ma famille. Ouais, okay. Donc au début c'était très dur parce qu'il y avait quand même la barrière de la langue. Je faisais énormément de fautes. Donc il a fallu redoubler d'efforts. Et après ça a été smooth, ça a été. Ok, ça me paraît tellement difficile en plus cette langue. Vu de l'extérieur. Ouais, mon père un jour il m'a dit un truc super intéressant, il m'a dit qu'en fait l'arabe c'était comme le latin, donc déjà okay. Là tu compares une langue vivante à une langue morte comme le latin, ça donne pas trop envie, mais c'est vrai que c'est pas faux parce qu'en fait la fin des mots et la fin des phrases elles s'accordent selon le sujet en fait. Okay. Donc c'est un peu comme en latin je sais plus, ça date, j'ai pas fait de latin, mais
En fait, c'est pas si compliqué. Moi, je pense que c'est pas compliqué parce que je l'ai entendu parler longtemps. Et quand on comprend la logique et la formation de la phrase grammaticalement, après, je fais encore pas mal d'erreurs de grammaire. T'as pris des cours quand même ou même Jamais. pas? Ah ouais. Ma mère, elle a essayé de me mettre à l'école arabe, mais c'était au niveau de l'écriture. J'ai détesté. J'en ai fait 6 mois quand j'étais en CE2. Et en fait, j'aimais pas du tout la pédagogie des professeurs. Ça me rendait très énervée. Je passais un samedi après-midi pas samedi cool. En plus. Ah ouais, non, c'était... tous les enfants de France qui étaient à l'école arabe, ils savent, c'était le samedi le samedi matin ou le dimanche matin. Okay. Et ça prenait le week-end. Ensuite, elle m'a remis à l'école arabe quand j'étais en seconde. Et pareil, en fait, je me retrouvais dans la classe, il y avait des enfants de 6-8 ans parce qu'eux, ils commençaient et puis moi, j'avais le même niveau qu'eux. Donc voilà, donc aujourd'hui, je sais pas lire en arabe, je sais pas écrire en arabe. C'est un truc que je regrette beaucoup aujourd'hui. J'ai envie d'apprendre à lire et à écrire, mais bon. Ma mère, elle a essayé de me pousser quand j'étais petite, mais j'étais enfant. Après, t'es encore jeune, donc t'as encore le temps t'auras peut-être un moment dans ta vie où t'auras envie d'apprendre. Ouais. Franchement, j'ai très envie. Quand on devient plus grand, on commence à comprendre les réflexions des parents qu'il y a eu sur certains sujets. Notamment là-dessus, l'apprentissage de l'arabe. Ma mère, c'était un truc qui lui tenait grave à cœur. Elle me disait, mais c'est important, Sarah, que tu puisses lire l'arabe, que tu puisses écrire. Ça te fait une langue en plus, etc. Mais en fait... Très honnêtement, je pense que c'est aussi parce que c'était pas valorisé à l'école. Moi, quand j'étais en primaire, avant de passer dans un établissement privé catholique, j'étais en primaire dans ma ville. Et en fait, ils avaient... un jour, je me rappelle, ils nous avaient mis un petit mot sur le cahier en disant qu'elle allait avoir des cours d'arabe. Ma mère, elle était super contente. Elle voulait nous inscrire, etc. Et en fait, au final, ces cours d'arabe, ils n'ont jamais eu lieu. Le prof, il est jamais venu, etc. Donc en fait, ensuite, je me suis concentrée sur d'autres langues. J'ai appris à parler anglais très tôt. Quand j'avais 4 ans. Tu parles couramment ? Ouais, je parle couramment anglais. Quand t'avais 4 ans ? En fait, c'est toujours ma mère. Elle va être très contente pour une fois que je parle autant d'elle. Mais du coup, ma grande sœur, quand je suis née, elle avait 17 ans. Elle était en train de passer son bac. Et quand elle a continué dans ses années de BTS, etc., elle avait beaucoup d'épreuves en anglais. Et donc moi, c'était une langue que je comprenais pas et ma mère non plus. Et je la voyais tout le temps parler avec mon père, sur 2-3 petits mots, des petites questions et tout. Et ça me frustrait, quoi. Je suis allée voir ma mère, je dis mais je comprends pas ce qu'ils disent en fait. Et donc il y a eu la journée d'association un jour, comme d'hab, c'est toujours les assos qui sauvent les gens. Et on a été, et on a trouvé du coup la Junior Langue Mini School et qui m'a appris l'anglais, donc une dame qui est décédée récemment d'ailleurs, Pascal, et qui m'a appris l'anglais de mes 4 ans jusqu'à ma 5e, et quand je suis arrivée en 5e, j'étais bilingue. Putain, génial. Ouais. Et justement, j'allais te demander, parce que tu disais que ta sœur a passé le bac quand t'étais toute petite, que t'avais un frère aussi qui était beaucoup plus âgé que toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ta vie, de grandir avec des grands frères et grandes sœurs ? Je pense que je suis devenue adulte un peu trop vite. On me disait beaucoup, ma sœur, elle me disait beaucoup, ouais... calme-toi, t'inquiète, t'auras tout le temps de grandir quand tu veux, etc. Mais j'étais tellement pressée de grandir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, moi, je suis trop contente. Moi, je suis trop contente d'avoir mon petit travail, ma petite école, pouvoir sortir, aller au resto et tout avec mon argent. C'est vraiment un truc dont j'ai toujours rêvé. Ouais. J'ai grandi super vite, je trouve, avec le fait de... parce qu'à part, même à l'école, tu vois, j'étais beaucoup avec les enseignants... c'est la folle un peu, genre elle reste avec ses copains. Mais c'est vrai que c'était un peu ça. Et ma mère, des fois, elle avait peur. Elle me disait, mais Sarah, c'est pas normal, genre reste avec des enfants et tout. Mais non, mais pour moi, c'était pas intéressant. C'était les adultes qui détenaient la vérité. C'était les adultes qui détenaient les choses super intéressantes. Et ma grande sœur, très tôt, elle m'emmenait en sortie avec ses copains qui étaient beaucoup plus grands. Moi, c'était trop stylé, quoi. Après, elle a déménagé, elle habitait en Corse avec son copain de l'époque. Et j'allais en Corse, genre j'ai pris l'avion toute seule à 6 ans et tout. J'étais en mode, je vais voir ma grande sœur. Elle habite pas ici en fait, elle habite en Corse. Et ça m'a fait grandir de manière exponentielle. J'ai vu mon frère qui a fait un bac pro et ma sœur aussi d'ailleurs. J'ai vu mon frère avoir un travail très très tôt. Donc très tôt j'allais le voir au travail. Ma grande sœur aussi. Ma grande sœur, moi j'ai très peu de souvenirs d'elle en faisant des études. J'ai que des souvenirs d'elle en faisant du taf, quoi. Donc toi, t'avais envie de taffer très tôt. Ouais. Bon, aujourd'hui, au final, c'est un peu paradoxal puisque je suis comme la première de ma famille à aller à la fac et à rentrer en master. Mais
Après, j'ai quand même travaillé très tôt, dans le sens où j'ai mes premiers jobs étudiants, j'étais même pas majeure encore, j'avais 16 ou 17 ans. Ok. Tu faisais quoi? J'ai fait des trucs de ouf. Hein. J'ai travaillé... j'ai tout fait. Franchement, j'ai tout fait. J'ai travaillé au Crous. Ok. Au Crous, je travaillais en tant que barista. Donc, il y avait un café dans ma fac. Mais j'ai été partout. Hein. J'ai fait la plonge, j'ai fait le ménage. J'ai tout fait. Tout ce qui était possible de faire. Donc, je n'ai plus jamais remis les pieds dans un Crous quand j'ai arrêté de travailler là-bas. Parce que c'était... traumatisant. J'imagine. Ah, j'ai vu des trucs qui m'ont un peu dégoûtée du Crous. Ah ouais? Ouais. Après, c'est pas c'est jamais. Je trouve que pour le coup, on tape beaucoup sur le Crous, mais au niveau de l'hygiène, ils sont quand même quasi irréprochables. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Non, ils sont très irréprochables. C'est-à-dire que par exemple, on avait beaucoup de plats qu'on devait jeter le soir parce que c'est 2 jours les plats qui sont sous film là. Ouais. On devait les jeter, donc on les donnait beaucoup à des étudiants. Parfois, je repartais, j'avais des sacs énormes que j'essayais de distribuer dans les rues de Créteil et tout. Donc j'ai été au Crous, j'ai fait beaucoup de babysitting, j'ai fait de la distribution de tracts aussi, tôt le matin, dans des villes un peu perdues du 94. Ah oui, ça, faut être déter. Ah ouais, faut être déter. C'est genre à 7h du mat et tout, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que maintenant je croise un mec qui distribue des journaux ou des tracts, même si ça m'intéresse pas, je le prends. C'est pas grave. Je me dis, au moins c'est ça ce prix. Il va pas rentrer à la boîte d'intérim avec 50 tracts restant en mode t'as fait quoi avec? Bah les gens ils voulaient pas. Bah, c'est pas mon problème. Donc j'ai fait ça. J'ai travaillé à l'usine aussi pendant 1 semaine. J'ai fait préparatrice de commandes, mais en fait c'était pas genre les préparateurs de commandes un peu stylés et tout. C'était vraiment l'usine. C'était... On commençait à 13h30, on finissait à 20h30, on avait une pause de 30 minutes entre deux et on avait interdiction de s'asseoir. Donc c'était 4h30, 4h30 ou 4h, 4h, je sais pas, j'arrive pas à calculer. Mais ouais, c'était un truc comme ça. Et comme j'ai des problèmes de dos hyper forts, je pouvais pas continuer plus d'1 semaine. Donc j'ai arrêté. J'ai fait pas mal de trucs, hein, franchement. Et je pense que ça m'a... Quand j'ai fait des tafs comme ça, je me suis rendu compte à quel point c'était important de continuer les études. Ouais, bah moi je me suis dit la même chose. Hein. Quand je suis allée à l'usine, je veux dire que ça déterre. Hein. Ouais. Là, je me suis dit, j'ai de la chance aussi de me dire que je vais pas faire ça toute ma vie. Enfin, j'espère et tout. Et puis ça permet de rencontrer aussi une autre France qu'on ne voit pas forcément. Quand t'es tout le temps à l'école, etc., tu sais pas ce que c'est des pères et des mères de famille qui se lèvent à 5h du matin pour prendre le seul bus. Faut pas qu'ils soient en retard parce que du coup si t'arrives en retard tu pointes pas à l'heure et quand tu pointes pas à l'heure, quand tu badges pas à l'heure, bah du coup tu perds sur ton salaire. Des gens qui se battaient pour travailler le dimanche parce que c'était la paye elle était doublée. Ouais. Et des gens et moi j'ai vu c'était pour la première fois de ma vie, à part au Maroc où mes oncles et mes tantes c'était des paysans donc c'était une autre chose, mais c'était la première fois de ma vie où je voyais vraiment des corps abîmés quoi. C'était des gens qui ont fait ça toute leur vie et qui étaient limite ok avec ça quoi, parce que c'était ça la logique des choses. Ouais. Et pour en revenir un petit peu à ton parcours scolaire, t'aimais bien l'école toi? Ouais. Moi j'aimais bien l'école. J'aimais un peu moins mes camarades de classe parce que il y avait beaucoup d'harcèlement. Ah, tu t'es fait harceler? Ah ouais, beaucoup. Bah j'étais petite de taille, j'étais vraiment le cliché, tu sais, la meuf avec des lunettes, les cheveux comme ça, bouclés qui allaient dans tous les sens. J'étais petite et puis moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup donc c'était un peu embêtant pour les gens, je trouve. Je ne trouve pas, mais bon, voilà, les enfants étaient méchants à cette époque. Donc ouais, moi j'ai eu beaucoup d'harcèlement quand j'étais en primaire. Après j'ai changé d'établissement, du coup. Je suis arrivée... à cause de ça? Ouais, à cause du harcèlement. On m'a mis dans le privé. Ça n'a pas arrangé les choses, au contraire. C'est ouf parce que c'est toujours les enfants harcelés qui changent d'établissement quoi. Ouais, bah ça peut pas être l'inverse. Sinon c'est pas drôle. Et puis même on met même pas les mots sur le harcèlement, juste on se fait embêter, les gens sont pas cool, faut qu'on change quoi. Donc mes parents m'ont mis dans le privé en CM1. J'étais dans un groupe scolaire, donc de mon CM1 à ma terminale, je suis restée dans le même établissement pendant 9 ans. Et il y a plein de choses à démystifier sur le privé. Par exemple, le harcèlement, ça s'arrête pas du tout. Je trouve que c'est pire, c'est intensifié. Parce qu'en fait, tu t'arrives avec des gens, vous n'êtes pas du tout issus de la même classe sociale, les parents, ils n'ont pas le même revenu économique, vous n'avez pas les mêmes codes. C'était dans le 91 aussi ? Toujours dans le 91. Mais le concept du privé, c'est que du coup, comme on n'est pas sectorisé, tu peux avoir des gens qui viennent de partout. Moi, j'avais des gens, j'étais à l'école, parce qu'il y avait un internat en plus, j'étais à l'école avec des gens, ils venaient de Paris, quoi. Moi, je savais même pas qu'il y avait des gens qui habitaient à Paris. C'était un lycée connu ? Enfin, un truc un peu...
Non, pas forcément, mais comme c'était grand et qu'il y avait beaucoup d'élèves, les gens, ils venaient de un peu partout. Après, en général, les gens qui venaient de Paris, c'était quand même des parents qui voulaient un peu les isoler. Genre, t'as fait trop de bêtises et tout. Exactement. Ouais, il y en avait un dans ma classe en 6e qui était en centre de formation. C'était la punition. Ouais, c'était la punition. Mais bon, c'est dommage pour eux parce qu'il y en a qui sont passés à côté de vraies opportunités dans leur vie. Il y en avait un qui était en centre de formation en 6e de foot. Il était à Clairefontaine. Il était petit en plus, hein. Et ses parents, ils avaient tellement le seum, ils voulaient tellement qu'il se concentre sur les cours qu'il a dit bah non, j'en ai rien à faire, tu vas à l'internat en fait. Sérieux ? Ouais. Donc il est passé peut-être à côté d'une carrière de footballeur, on ne sait pas. Mais ouais, il y avait pas mal de gens qui étaient très différents. Et donc ouais, par exemple, le harcèlement n'a pas du tout arrêté, etc. Mais ce qui a été super cool, c'est que je pense que si j'avais pas été dans cet établissement, je serais passée à côté de plein de codes sociaux à acquérir. Au niveau... Bah moi j'arrive en CM1, je dois vous voyer ma maîtresse. Hein. Je dois vous voyer ma maîtresse. Le rang, il faut le tenir. C'était très strict. C'était très strict, ouais. Le rang, faut le tenir. Les jupes, c'est en dessous du genou. Ah oui, c'était un établissement catho, mais c'est ça. Mais hyper sévère, parce que moi j'étais aussi dans le privé catholique, mais franchement non, c'était pas. Non, nous c'était. On pouvait mettre des jupes courtes et tout quoi. Non, on n'avait pas le droit. Enfin, courtes. Ouais, ça, oui. Le maquillage, c'était pas avant la 4e. Ah ok. Bon après, quand on arrive au collège, il y en avait beaucoup quand même qui tenaient plus trop ce cadre-là. Ouais. Mais en tout cas, de mon CM1 à ma 5e, c'était vraiment le garde à vous. Il y avait la première sonnerie. La première sonnerie, il fallait aller se ranger. La deuxième sonnerie, il fallait être rangé. La troisième sonnerie, c'était le silence. Dans la cour, personne parlait. C'était... Ah ouais. Mais tu l'as bien vécu, toi, ça ou... Bah, sur le moment, c'est normal. Ouais. C'est normal. Et puis, en plus, il y avait quand même une petite distance qui se créait, du coup, avec mes potes de la ville. Eux, ils étaient, du coup, au collège public, quoi. Et tu sais, t'essaies un peu de leur raconter. Ils sont en mode « Ah, mais t'es une bourgeoise et tout, tu vas là-bas. » Alors que t'as pas changé, quoi. Ta classe sociale, c'est toujours la même. Mais tu te retrouves dans un établissement qui a rien à voir avec ce que tu connais. Ouais. Donc, au début, c'était normal pour moi. Puis ensuite, j'ai commencé à parler à des potes qui étaient un peu à l'extérieur et tout. Surtout fin collège. Je me suis dit, mais c'est compliqué l'établissement dans lequel on est. Mais voilà, après, ça m'a appris une rigueur académique. Je savais comment me comporter dans le supérieur. Personne n'a dû me dire, bah, faut que t'arrives. On n'avait pas le droit au jogging, par exemple. Donc, moi, je suis jamais arrivée à un entretien d'embauche où j'avais pas les codes pour un entretien d'embauche. C'est pareil. C'est vrai que y a pas mal de jeunes qui n'ont pas les codes malheureusement, mais si on leur apprend pas, ils peuvent pas. Exactement. Ouais. Et la prise de parole là-bas aussi, c'est là-bas où j'ai appris à bien m'exprimer. Bah justement, j'allais te demander comment ça t'est venu la prise de parole et comment tu t'es retrouvée à faire un concours d'éloquence. Bah moi, faut remettre les choses dans son contexte, c'est que j'ai quand même toujours eu la place de m'exprimer chez moi. Je pense que c'est la première étape. J'ai un petit truc de pipelette aussi où je parle énormément, j'ai toujours bavardage sur mes bulletins, etc. Donc bon, parler ça n'a jamais été un problème, mais en fait je pense que ça a été la structuration de la prise de parole. Bah, j'ai beaucoup appris en fait en écoutant les adultes s'exprimer. J'avais beaucoup de professeurs qui me corrigeaient de tics de langage, de choses comme ça, et aujourd'hui, j'ai une approche différente, mais j'y reviendrai juste après. Donc, moi, je savais même pas ce que c'était un concours d'éloquence, pour être très honnête. Franchement, je savais pas que tu pouvais gagner des prix parce que tu parles bien. En vrai, c'est un peu un truc de ouf, mais bon. Et en fait, en terminale, un jour, donc le concours d'éloquence, il existait déjà dans mon établissement, mais ça faisait quelques années qu'ils l'avaient pas fait. Et anecdote, la dernière personne qui avait gagné le concours d'éloquence, c'était Robin Reda, qui était un ancien député... un ancien député LR, je crois. Il était dans mon établissement, issu du 91 et tout. Et le dernier qui avait gagné ça, c'était Robin Reda. Marrant. Et donc, du coup, il y avait la thématique cette année, c'était « Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer », qui est apparemment une phrase d'Albert Einstein. J'ai fait mes recherches, c'était pas lui qui l'a dit, mais c'est pas grave. C'était qui ? Je sais pas, mais c'était clairement pas lui qui l'avait dit, c'était apparemment un autre mec, un philosophe. Et donc on m'a dit, bon bah voilà, il y a un concours d'éloquence, etc. Est-ce que ça te tente et tout bah, au début, franchement, je voulais pas du tout le faire. Et puis ensuite, quand j'ai voulu le faire... C'est tes profs qui t'ont proposé du coup ?
Non, ouais, si, c'est un prof qui m'a proposé. C'est un prof qui m'a proposé. Il m'avait dit, tiens, regardez tout ce qu'il y a dans le couloir. Toi qui parles bien et beaucoup. Je me disais, bah... En fait, je voyais pas l'intérêt. Ouais. Je me suis dit, je vais parler devant... En plus... T'avais quel âge? J'étais en terminale. Okay. C'était tard quand même. C'était pas si tôt que ça. J'étais en terminale. Mais bon, j'avais pas 10% de la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Hein. Je me suis dit, il faut que je parle de... J'étais pas timide, mais... Faut parler devant tout le monde, les gens vont venir te voir, qu'est-ce que tu vas dire, comment est-ce que les gens vont le percevoir, etc. Mais donc du coup, j'ai voulu le faire. Quand j'ai voulu le faire, la direction, des personnes à la direction se sont opposées à ce que je le fasse. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, encore aujourd'hui, je sais pas, c'était... la directrice du lycée voulait pas que je le fasse. Elle a fait en sorte que je le fasse pas, en gros. Elle avait un problème personnel avec moi. Ah bon ? C'était ma professeure de droit par la même occasion. Et en tout cas, je sais pas, elle avait développé un petit problème avec moi. Ouais. Okay. Mais ça a été loin, genre, c'était comme on était en droit, souvent elle prenait des exemples, j'arrive pas à croire que je raconte ça, mais elle prenait des exemples quand on était en cours de droit. Elle disait, alors imaginons, je suis devant l'enceinte de Saint-Charles et je roule sur Sarah. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ouais, ça s'est vraiment passé. Et du coup, elle disait, du coup, qui est-ce qui est en tort ? Est-ce que c'est Sarah parce qu'elle était devant la voiture ? C'était que des trucs comme ça. Mais ça, c'est du harcèlement aussi. Je sais pas quel problème elle avait avec moi, mais ça a duré jusqu'à même après que j'ai obtenu mon bac. Je devais faire un discours et tout... en gros, pour le jour de la remise du bac et tout, pour clôturer, du coup, en tant que gagnante du concours d'éloquence. Et elle a refusé, quoi. Elle a inventé des trucs de ouf, parce que je venais de mettre mon voile au directeur de l'établissement. Ah, c'est ça qui l'a gênée ? Non, mais quand j'étais en terminale, moi, j'étais pas voilée encore. Okay. Donc, sa petite obsession, ça lui est venu après. Elle a dit non, en fait, elle peut pas monter sur scène, Sarah, parce que voilà, elle va créer une révolution et tout. Enfin bon. Tout ça pour dire qu'au final, je l'ai fait le concours, je l'ai gagné. Et puis, je me rappelle, elle était dans l'assemblée, elle me filmait comme ça, elle regardait mon père, elle disait oh, elle est vraiment forte, cette gamine. Je disais ouais, je suis vraiment forte. Et voilà, et c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, ensuite, il y avait les régionales, les départementales, etc. Il n'y a aucune personne de mon établissement qui a été jusqu'au régional parce que le système de notation était un petit peu différent. Nous, on nous avait dit de ne pas théâtraliser la chose. Et puis ensuite, au final, les gens ont grave théâtralisé. Donc on n'a pas passé ça. C'était une bonne première expérience devant tout l'établissement et tout. Franchement, c'était un peu impressionnant. Et après, c'est vrai que j'ai développé un... C'est combien de temps ? C'est combien de temps le concours ? La prise de parole. Ça va faire 4 ans là. Non mais tu dois parler combien de temps ? Le discours c'était pas si long que ça. C'était 5 à 10 minutes. Ouais mais c'est quand même long. Sans notes. Ouais quand même. Hein. Après je pense qu'il faut avoir c'est surtout ça la clé. Je pense qu'il faut un fil conducteur. Si on n'a pas de fil conducteur, si on ne sait pas où on va, si on ne connaît pas le but final de la prise de parole, enfin en tout cas de la prestation orale, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, ça durait 5 à 10 minutes et je l'avais développé. En fait, j'aime bien raconter des histoires. Ouais. Du coup, je l'avais développé autour de 4 personnages qui, en gros, voulaient du changement mais ne voulaient pas s'engager. Et c'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec ce que je fais aujourd'hui, mais j'en avais aucune idée quand j'étais en terminale. Et donc voilà, et j'avais raconté ça, etc. Et le dernier paragraphe, je l'ai rajouté la veille. Et en fait, parce que je regardais une vidéo sur Brut, et il y avait cette histoire d'une femme de ménage qui habitait dans le 93 et qui allait faire le ménage à l'Assemblée nationale tous les matins. Okay. Et donc en fait, j'ai rajouté cette partie-là où j'invente, enfin j'avais changé le prénom de cette dame, mais qui existait bel et bien, d'une femme de ménage à l'Assemblée nationale. Et en gros, il y avait quelqu'un qui lui disait tu peux être la prochaine Simone Veil et tout. Et puis elle disait non, enfin moi j'ai rien à voir avec ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça a touché les gens, et je pense que ça a touché les gens parce que quand je racontais ces histoires-là, c'était des personnes auxquelles on pouvait s'identifier. Ouais. Et je pense qu'en vrai, c'est ça la clé. Pour gagner un concours d'éloquence, je pense que c'est ça. C'est qu'il faut toucher les personnes, il faut toucher le jury. Et que ça soit incarné. Ouais, et que ça soit incarné. Je pense que, honnêtement, après, je pense que c'est dans la vie de tous les jours, mais mentir, ça sert à rien. S'inventer des vies, ça sert à rien. si on reste pas sur le principe de base qui est l'honnêteté et la sincérité, réel, la sincérité, ça prend pas. Ouais. Et ça prend pas même dans les relations humaines, je trouve. Donc je pense que c'est pareil au niveau de la prise de parole. Okay.
Et toi, ça t'a aidé dans ta vie de tous les jours, là ? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a une capacité d'adaptation aussi qui découle de la prise de parole qui est monumentale. Surtout aujourd'hui, moi, je sais ce que je représente pour l'extérieur et je sais qu'au premier abord, on peut peut-être être un petit peu réticent. Pourquoi tu dirais ? Parce qu'en fait, moi, en tout cas, le prisme des femmes qui portent un voile en France, aujourd'hui, c'est beaucoup traité par la question médiatique de manière assez négative. Mais on est plein à savoir faire des choses trop cool, à être des meufs trop sympas. Et donc, en fait, on peut juste discuter comme on le fait, tu vois. Et je pense que le fait que je m'exprime bien aussi, ça joue complètement. Je le sens quand je suis au téléphone et qu'après, les gens, ils sont surpris de me voir. Ah bon ? Bah ouais. Donc oui, bien sûr, ça m'a... Mais c'est aussi que t'es très jeune. Ouais. Et que pour le coup, il y en a pas... Enfin, on s'attend pas à ce que tu sois si jeune, en fait. Les gens sont surpris aussi. Ouais. Quand j'ai des gens au téléphone, souvent ça m'arrive de me dire « Oui, mais est-ce que vos parents, ils sont là ?» J'ai 21 ans quand même, hein, donc j'ai pas besoin d'eux, mais oui, c'est un petit mix de tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, des fois, ça me gêne un peu, mais il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent comment tu fais et tout. Et je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que j'ai un combo de caractéristiques qui fait que du coup, les gens sont hyper surpris. Je fais jeune pour mon âge, je m'exprime bien, et puis je connais un peu les sujets sur lesquels je m'exprime, donc du coup... il y a du fond, quoi. C'est ça. Il n'y a pas que de la forme. Ah bah, c'est important. Bah oui. C'est important. Et ça, je pense aussi, c'est ce qui manque dans les concours d'éloquence. Aujourd'hui, parce que du coup, entre-temps, je suis devenue... j'en ai fait un deuxième que j'ai remporté aussi à la fac. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai des élèves à la fac où j'enseigne 2 fois par mois avec une association qui s'appelle Révèle ta voix. Donc, ils viennent... Alors, j'ai de tout. Hein. J'ai des élèves qui viennent exclusivement pour le concours d'éloquence. J'ai des adultes qui ont beaucoup de mal avec la prise de parole. J'ai de tout. Et l'été, je fais des sessions gratuites dans les médiathèques de ma ville, à Juvisy et à Tismons, pour les jeunes qui passent les épreuves orales du bac. Donc, le grand oral, l'oral de français et l'oral du brevet. Donc il y a vraiment de tout et donc c'est tout type de public et à chaque fois c'est vraiment un souci de... Moi je leur dis en fait vous pouvez pas vous faire piéger si vous connaissez votre sujet de fond en comble. Si tu viens sur ton grand oral et que c'est toi qui as choisi le sujet, tu connais la problématique, c'est toi qui as fait le plan, t'as pas à avoir peur. Et le concours d'éloquence c'est pareil, si t'as cerné les enjeux de ton sujet et tu sais exactement où est-ce que tu veux aller et que tu connais ton fil rouge, tu connais ton fil conducteur, la seule chose sur laquelle tu dois travailler c'est ta confiance en toi et ton stress. Ouais, c'est ça, c'est ce que me dit mon coach Christian. Christian a raison. Moi je pense sincèrement que les plus gros problèmes en fait avec des gens qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à vouloir poser leur parole, c'est parfois ça va trop vite dans la tête. Donc il faut aussi prendre le temps de dire, ça c'est un conseil qu'Abdenour avait donné à un jeune du programme Macron de l'enseignement supérieur, faut parfois prendre le temps de dire 1, je sais pas, 2, laisse-moi le temps de réfléchir, 3, là j'ai pas le temps pour te répondre de la bonne manière. Juste prends ton temps. Oui, sinon tu vas dire n'importe quoi et tout, ouais. C'est ok, moi je pense que c'est comme sur un plateau télé, c'est ok de... Parce qu'en fait, on est dans la culture de l'événementiel, du moment, avoir le bon mot, la bonne phrase, la bonne rythmique, la bonne rime. Mais je pense qu'il faut prendre le temps aussi de pouvoir pousser sa réflexion et de pouvoir juste prendre le temps de le faire, en fait. Et tu trouves pas aussi que, pour le coup, en tant que femme, on a quand même encore plus de carences en confiance en nous? Ouais, complètement. Mais en fait, j'en parlais avant-hier, quand, pour ceux qui ne savent pas, on tourne le 10 septembre, donc l'ambiance politique est un peu spéciale. Et en fait, le jour de la destitution, où Bayrou a remis sa démission, il y avait Marine Tondelier à la télé. Ouais. Et c'est très intéressant, hein. On devrait s'intéresser à comment est-ce que les journalistes s'adressent aux femmes sur les plateaux télé. Et donc là, en l'occurrence, le journaliste disait... il répétait son prénom en mode calme-toi. Il disait Marine Tondelier, Marine Tondelier, Marine Tondelier. Et en fait, c'est quoi ? C'est parce que t'es une femme, tu sais pas te calmer. Ouais. C'est vraiment l'impression d'être... quand Freud parlait de l'hystérie et tout, mais pour moi, on est pile dedans. C'est le même type de considération. Ouais.
un autre moment qui m'avait marqué et tout, c'était quand Darmanin parlait à Pauline de Malherbe. Ouais, Il avait dit ça va aller, calmez-vous. Oui. Ça va pas, non? En plus, condescendance au max. Bah oui. Mais donc du coup, je pense que ça, par exemple, ça renforce le fait qu'on n'ait pas de confiance en soi. Après aussi, sociétalement parlant, on nous pousse quand même beaucoup à nous effacer, à prendre une place qui est un peu plus calme, etc. Discrète. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a le fait de ne pas vouloir déranger en société. Il y a le fait de... ça fait peur à des hommes d'avoir des femmes trop affirmées auprès d'elles. Donc voilà, si tu veux trouver un mari et tout, calme-toi, machin. Donc c'est compliqué aussi pour le développement d'une jeune fille, je pense. Ouais, complètement. Et sinon, toi, par rapport à ton engagement associatif, donc tu es présidente de l'association la Jeunesse Populaire, c'est ça? C'est ça. C'est toi qui as créé cet asso? On est 3 à avoir cofondé l'asso. Il y a Mariam Touré et Rania Daki aussi, qui ont cofondé avec moi. Et aujourd'hui, j'en suis à la présidence. Ouais. Ok, et comment vous en êtes venu à créer cet asso et c'est quoi un peu ces enjeux? Ça s'est fait du coup l'été de la dissolution. On était un peu... faut savoir qu'on se connaissait pas depuis tant que ça avec Mariam et Rania. On se connaissait depuis 2-3 mois. Okay. Et en fait, on a été prises toutes les trois d'une envie de pas de changer les choses forcément, mais on voulait pas se retrouver en fait face au mur. Et du coup, ne pas pouvoir être acteur de nos décisions politiques. Donc on s'est dit en plus, comme d'habitude, les premiers qui vont prendre si l'extrême droite passe au pouvoir, ça va être les jeunes de milieux précaires et populaires. Et donc on s'est mobilisés, du coup on a créé notre petit compte Instagram. À l'origine on voulait juste faire du porte-à-porte, ouais. Et au final ça a pris une ampleur de ouf, on a fait une tribune sur Libé. Là aujourd'hui on a 12 000 abonnés sur Instagram. Trop bien. Et on a aujourd'hui une 50aine de jeunes qui sont actifs, qui sont avec 50%, ouais, qui sont 50% en dehors de l'Île-de-France. Okay. Donc c'est vraiment dans toute la France. C'est trop bien. Ouais, j'avoue, ouais, ça, je suis contente. Et les gens ils sont géniaux, en fait ils veulent vraiment être acteurs de leur changement. Donc on est les seuls en fait actuellement pas représentants mais interlocuteurs sur les questions des jeunes de milieux précaires et populaires dans toute la France. Donc on participe à par exemple à des consultations. Le 2 juillet dernier, Lucie Casté nous a appelés pour penser les présidentielles 2027, etc., quelles étaient nos revendications. Okay. Et c'est cool, je trouve, de pouvoir être un intermédiaire direct. Et puis c'est vraiment du tac au tac, quoi. On a des jeunes qui sont un peu partout en France. On envoie un petit message, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a un tel qui m'a posé cette question, et voilà. Et d'où ça vient, cette détermination, n'empêche, de t'engager comme ça, de créer une asso? C'est quand même pas tous les jeunes qui font ça? Ouais. Après, la jeunesse populaire, c'est venu par hasard. Donc, ouais. Et maintenant, je suis dedans. Et voilà, il y a des gens pas qui comptent sur moi, mais qui comptent sur nous au sens global des choses. Donc, on ne peut pas s'arrêter ici. C'est aussi parce que c'est important de pas manquer de respect aux gens, je pense. Ouais. Et sur la déterre, après, moi, j'ai toujours été comme ça. Hein, je ne fais pas les choses à moitié. Je suis quelqu'un de très passionné. Quand je commence quelque chose, quand je rencontre quelqu'un, c'est à fond. Et quand je rencontre quelqu'un au sens large, hein, c'est à fond. Et je pense que c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Je pense qu'on sait aussi d'où on vient. On sait pourquoi on le fait. Moi, je me rappelle des dizaines et dizaines de stories Instagram que je faisais énerver. Je me disais, mais j'ai aucun pouvoir décisionnaire, je peux pas changer et tout. Et aujourd'hui, on peut s'asseoir à une table avec des décideurs politiques et on peut discuter de vraies transformations de politique publique. Et je trouve ça cool quand même. Ouais, vraiment. Très stylé. Donc on s'arrête pas là. Ouais. Et tu trouves comment le temps de faire tout ça du coup? Je trouve pas. J'ai de la chance d'avoir une famille conciliante déjà. Qui m'en veut pas trop quand je rentre très très tard le soir. J'ai de la chance aussi d'avoir un employeur conciliant qui du coup connaît tous mes engagements, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué parfois avec les cours
Mais bon, là, cette année, j'espère que ça devrait changer. Ça devrait changer, mais après, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait depuis ma première année de licence, quand j'avais lancé mon podcast, je faisais... en fait, j'allais en cours le matin. L'après-midi, je travaillais au Crous. Et le soir, de 18h à 20h, avant que la BU ferme, j'allais à la BU et je travaillais sur mon podcast. Après, je rentrais à la maison. Donc, je pense que c'est une question d'organisation de temps et de connaître ses limites aussi. Ouais. Je sais que là, cette semaine, j'avais passé plein d'appels, mais j'ai mal au dos, je suis fatiguée. Donc, des appels attendront la semaine prochaine. Et je sais que j'ai besoin de 9 heures par nuit de sommeil. Donc, c'est les choses les plus importantes. Okay. Et de manger. T'arrives à prendre du temps pour toi quand même ? Ouais, j'essaye. Parfois, il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans des périodes... je sais pas, moi, il va y avoir une frénésie d'événements à la suite où je vais faire 3 tables rondes dans la semaine et tout. Mais je prends toujours le temps de me poser. Après, moi, honnêtement, le moment où je me repose vraiment, c'est quand je suis au Maroc. Donc, j'essaie d'y aller au moins une fois par an. En vacances ? Ouais, en vacances, dans ma famille. C'est surtout le fait de voir ma famille, en fait, qui recharge mes batteries. Et j'essaye de prendre le temps entre 3 semaines et 1 mois. Je me dis que c'est une vraie pause sur 12 mois. Mais après, je me dis, voilà, on a un travail, on est hyper privilégié. C'est clair. On fait des calls toute la journée, on rencontre des gens. Comme du coup, ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé à l'usine, je sais ce que c'est. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins à 6h du matin pour faire un métier qu'ils n'aiment pas. Un métier qui leur brise le dos, la santé, et tout, la vie. Donc moi, je me considère extrêmement chanceuse, même si je dors pas beaucoup, même si parfois il y a énormément de stress, je suis hyper chanceuse. Et tu dirais que tu vis de ta passion ou... Vivre, c'est un grand mot. Ouais. Parce que je pense qu'on vit quand on a un salaire confortable. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Pardon. Survivre de sa passion. Ouais. Non, mais je pense que... En tout cas, je suis sur la bonne voie. Ouais. J'espère que je vais pouvoir continuer après mes études. Parce que bon, là, il y a l'alternance, il y a les services civiques et tout, machin. Trouver un travail dans ce milieu, c'est un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, je me dis que... Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'ai vraiment de la chance, je vis une jeunesse trop cool. Je me dis que je peux faire... j'ai une chance de travailler ou d'être engagée exclusivement dans des domaines qui m'intéressent et sur des sujets que je trouve trop sympas. Et puis surtout, je me dis, je fais pas des métiers qui font du mal aux gens, quoi. Ça, c'est sûr. Tu trouves... le matin, tu te réveilles, il y a un sens à ta journée, quoi. Exactement. Donc ça, c'est cool, ouais. C'est le truc qui est le plus génial. Tu te lèves, tu sais que tu vas travailler avec tes potes aussi. Ça fait une différence. Et ouais, non, tout ça, c'est génial. Ah ouais, tu bosses avec tes potes, tu dirais ? Ouais. Okay. Ouais, complètement. Moi, après, c'est parce qu'on travaille dans des domaines dans l'associatif aussi où le personnel et le professionnel s'entremêlent. Et moi, je considère que mes collègues aussi, c'est des amis dans la vraie vie, quoi, parce que on est engagés sur les mêmes valeurs, on est engagés sur les mêmes sujets et on a de la rigueur. On tellement de temps ensemble. En exactement. On a de la rigueur de travail, c'est important parce que on est sur des sujets sérieux, on fait des choses qui sont importantes. Mais ouais, c'est des amis de la vie de tous les jours. Okay. Il y a déjà eu des moments où tu as dû faire un choix difficile dans ta petite carrière qui était peut-être pas forcément en accord avec tes convictions, ou tu as toujours suivi tes convictions ? Un choix difficile, non, mais parfois je me pose des questions sur l'éthique de mon travail, les gens avec qui on collabore, où sont nos limites. Par exemple, avec la jeunesse populaire, on a le postulat de travailler, hormis l'extrême droite, on considère que l'enjeu des jeunes de milieux populaires et précaires est trop important pour se limiter aux logiques partisanes. Donc en fait, on considère qu'on bosse grosso modo avec tout le monde. Ouais. Mais la limite de tout le monde, c'est large. Ouais. Si tout le monde, c'est quelqu'un qui légitime un génocide en Palestine, moi je suis pas d'accord. Donc on stoppe là. Je pense qu'il faut savoir mettre ses propres limites, mais non, j'ai pas eu de choix compliqué à faire, je trouve. Pour l'instant en tout cas. Après, il y a une différence entre pas partager les mêmes convictions et être d'accord sur un même sujet. Par exemple, c'est une question dont on parlait beaucoup avec Dylan. On disait, par exemple... il y a un député avec lequel on va être en désaccord sur 90% des questions.
Mais en fait, sur les 10% restants, on a 2 questions en fait, qui peuvent nous permettre d'avoir un impact de transformation. Mais c'est compliqué quand même. Mais c'est compliqué. C'est même compliqué. De voir la personne en tant que personne. Enfin, tu sais, moi j'ai du mal à dissocier aussi. La personne, elle va m'aider sur ce sujet. Ouais. Mais aussi, elle pense des trucs qui sont à l'opposé de moi, ce que je peux penser, tu vois. C'est compliqué. Après, là aussi, moi j'ai de la chance parce qu'en fait, on est beaucoup à la jeunesse populaire. Donc, c'est des décisions qui se prennent pas seules. On peut discuter avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est de l'action, pour ce qui est de collaborer, c'est des discussions qui se prennent à plusieurs. Et moi, s'il y en a un qui me dit « Mais c'est impossible, Sarah, t'as pété un pont, on peut pas travailler avec un tel ou un tel parce qu'il a des positionnements qui sont hyper problématiques », je vais pas broncher, quoi. Ouais. C'est évident. Et du coup, toi, c'est quoi tes ambitions là pour la suite, après ton master? Et ça serait quoi ton taf de rêve? Waouh, je me suis jamais posé la question. Ah ouais? Je me suis jamais posé la question. Je sais pas du tout. Alors, moi, il faut savoir que j'ai quand même beaucoup de barrières limitantes. Donc, de croyances limitantes? De croyances limitantes et de barrières mentales, c'est ça que je voulais dire. Genre, c'est lesquelles? En fait, il y a aussi une réalité qui fait que aujourd'hui, avec ce que je représente et tout, c'est compliqué de travailler dans la fonction publique, par exemple. Donc, et ça, tu penses pas que ça évolue? J'aimerais bien que ça évolue. Ça serait cool. Ouais. Parce que je pense qu'on a toute notre place au sein des décisions. Je sais... D'ambition, je sais pas. Déjà, j'ai envie d'avoir mon master. Ouais. J'ai envie de rendre fiers mes parents. J'ai envie de rendre fiers ma famille. J'ai envie de ça déjà. C'est une bonne option, une bonne ambition. Et puis après, pour ce qui est de mon taf de rêve, je pense que j'aimerais bien continuer à travailler sensiblement dans des choses que je fais. Et... Genre dans une asso, une structure. Ouais, un truc comme ça. J'aimerais bien pouvoir rencontrer d'autres personnes. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Enfin, je suis beaucoup dans le relationnel, dans l'humain et tout. J'aime beaucoup rencontrer des gens qui font la même chose que moi, mais pas dans les mêmes pays, etc. Donc, j'ai pas d'idée de taf de rêve. J'aime beaucoup. Par contre, je peux te dire les métiers que j'aime bien et que j'aimerais bien faire. J'aime beaucoup le taf de RP. Okay. J'aime beaucoup le taf de RP en relations publiques dans plein de domaines, hein. RP politique, je trouve ça trop cool. J'aime beaucoup RP dans le monde de la culture, dans le monde de la musique et tout. RP média, je kiffe. Genre mettre en relation un média avec une structure qui est pertinente et tout, ça j'aime beaucoup. Je kiffe aussi l'événementiel. J'en ai fait beaucoup avant d'être à la jeunesse populaire. J'en ai fait pendant 3 ans. L'événementiel de basket, c'est un milieu que j'aime beaucoup aussi. Globalement, des trucs où on parle avec les humains, quoi. Ouais, et journalisme et tout, non? J'aime bien le côté journalistique. J'aime pas le côté journalistique neutre. Ça me dérange, parce que je pense que c'est faux. Chaque média est orienté. Et par définition, chaque journaliste l'est. Donc j'ai un peu de problème avec ce truc de neutralité. J'aime bien le truc de journaliste, ouais. Et j'aime bien aussi penser des strates de com. Ok. J'aime bien penser des strates de com, des idées de communication aussi. Et politique, non? J'ai pas envie un jour d'être députée. Enfin, je te verrais bien, moi, en politique. Ah ouais? Ouais. Mais t'as Laura et tout, quoi. Ouais, mais j'ai Laura. En tout cas, je pense pas, publiquement comme ça. Ouais. J'aimerais pas, être maire ou être députée ou un truc comme ça. Je pense que ça me brancherait pas. Par contre, ouais, travailler dans des cabinets, travailler en tant que communicante et tout, ouais, ça peut être sympa. Ça dépend avec qui, ça dépend quel est le but, ça dépend comment je suis traitée, etc. Ok. Et j'ai une dernière question pour toi. Sarah, qu'est-ce qui brille en toi, tu dirais? C'est trop bien comme question. Et c'est super que tu me poses cette question parce que moi, je considère que toutes les personnes autour de moi, c'est des lumières, genre c'est des étoiles. Je pense sincèrement que moi, si je brille, entre guillemets, c'est vraiment grâce aux lumières et aux étoiles qui gravitent autour de moi. Je pense qu'on n'est rien sans ses proches et en fait, je pense qu'en moi, ce qui brille, c'est quand même l'amour de mes proches. Trop mine, j'allais dire, mais c'est pas très professionnel. Trop joli. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche
ou en mettant 5 étoiles par exemple sur Spotify ou Amazon Music. Merci.